Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégrale Impact de la semaine du 15 au 19 mars 2021. Je vous souhaite une excellente écoute. Allez, on continue avec Apollo Aquaculture Group qui va créer le premier élevage vertical de poissons au monde. Il produira 3000 tonnes de mérous, truites et crevettes par an. C'est donc apparemment à Singapour, avec une productivité 6 fois supérieure à celle d'un élevage classique. Alors ce concept est testé depuis 2012 avec un élevage sur 3 étages et chaque étage contenant 2 étangs d'eau salée de 135 mètres carrés chacun. L'eau circule en circuit fermé, filtrée et nettoyée naturellement par des plantes aquatiques. C'est géré par un algorithme qui surveille la moindre variation de la qualité d'eau, salinité, quantité de nourriture à apporter aux poissons. Et ça permet apparemment de réduire la mortalité de ces poissons. Alors, ce qui est dit, plus ou moins en substance, c'est que si 50 à 60 hectares d'étangs flottants étaient installés à Singapour, cela permettrait de couvrir 100% de la demande en poissons. Allez, on passe à Tupi Organics, puisque l'ADEME a accordé à Tupi Organics un financement à hauteur de 3,8 millions d'euros dans le cadre d'un contrat Impact. Et Tupi Organics, qu'est-ce qu'ils font? Ils collectent l'urine humaine afin de la transformer en engrais naturel. Et cet engrais naturel va permettre de réduire la pollution des sols, notamment cadmium, et la consommation d'eau potable pour les agriculteurs. Alors, c'est labellisé Initiative Remarquable. Ils sont déjà plus ou moins à l'international puisqu'ils vont ouvrir une filiale en Belgique. Ils fonctionnent bien parce que leur système devrait être mis en place notamment au Futuroscope et au Parc des Princes. Ils sont déjà dans des lycées et collèges, me semble-t-il. Ils sont également en réflexion de projets internationaux en Afrique pour installer notamment des urinoirs là où il n'y a ni engrais, ni eau potable, ni même toilettes. C'est les mots du fondateur. On continue avec Plastic Odyssey, c'est un navire spécialisé dans le recyclage des déchets plastiques récupérés dans les ports. Et il vise, dit son fondateur Simon Bernard, à démocratiser les solutions de recyclage avec des process simples, peu coûteux et facilement reproductibles. Une dizaine de machines sont embarquées, des trieurs, broyeurs, extrudeuses presse hydrauliques qui sont sans brevet et permettent de transformer les déchets plastiques en tuyaux, tuiles, briques ou encore en carburant. Lors des escales, grand public et entrepreneurs pourront tester des process sur les machines avant de les développer à terre en créant pourquoi pas des micro-usines de recyclage. Alors, il doit appareiller notamment à Dakar, à Tunis, à Belém, à Lima, à Nha Trang, c'est au Vietnam, et à Phuket en Thaïlande. Alors, petit mot pour les investisseurs, il manque encore 1,5 à 2 millions avant le départ du mois de juin. C'est parti pour l'initiative de Infomaniac, et donc c'est un hébergeur de données, je le rappelle, mais pas seulement, qui est déjà très éco-responsable dans sa façon de fonctionner, mais ils veulent aller apparemment un peu plus loin dans l'écologie, puisqu'ils vont fabriquer un nouveau data center qui sera doté d'une pompe à chaleur qui permettra de récupérer, bien sûr, toute cette chaleur pour chauffer un quartier d'une vingtaine d'immeubles via le réseau de chauffage à distance de Genève. Les travaux devraient s'achever d'ici à la fin 2023. Alors eux, ils ont déjà une possibilité de refroidir leurs serveurs sans recourir au froid artificiel, puisque si je me trompe pas, ils utilisent déjà la température ambiante par un système peut-être comme on a déjà vu pour d'autres data centers avec, je pense que ça doit être des courants d'air, mais bon, à vérifier. En tout cas, Boris Siegenthaler nous dit que pour 100 watts de serveur, il en faut habituellement 80 pour la climatisation, l'éclairage, ainsi que d'autres éléments nécessaires à l'infrastructure.
Alors chez Infomaniac, ça sera 10 watts seulement pour maintenir les machines en état de marche, soit une économie considérable. Allez, on va vous parler de Gynologia. Et qu'est-ce que c'est ? Ça réduit l'eau nécessaire à la fabrication d'un jean, notamment. Et donc le fondateur, qui est Monsieur Sia, nous dit que quand ils ont commencé, ils avaient l'habitude de dire à leurs clients que sauver la planète pouvait être une excellente affaire, mais pour le coup, les clients pensaient qu'ils étaient Greenpeace. Alors, ils se sont rendus compte du coup que la réduction des coûts c'était le moyen le plus simple de persuader les entreprises de changer leur méthode, puisque ça c'était un langage que les marques comprenaient. Donc Gynologia a développé une technique qui permet de réduire jusqu'à 90% de l'eau du processus. Apparemment 35% des jeans fabriqués dans le monde le sont à l'aide d'au moins une des machines de l'entreprise. Cette entreprise qui a 26 ans apparemment, a décollé surtout au cours des 5 dernières années. En 2019, ils ont réalisé un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour rappel, en 2012, ils ont fabriqué Airflow. Airflow, qu'est-ce que c'est ? C'est une technologie qui utilise l'air au lieu de l'eau pour laver les jeans. Et c'est environ 1 million de minuscules bulles d'air qui sont utilisées pour chaque centimètre cube d'eau. Ils entourent les jeans un peu comme dans un nuage. Les bulles d'air sont apparemment plus efficaces que l'eau pour transporter des produits chimiques. Ils ont pu réduire la consommation d'eau à 10 litres par paire. Donc le fondateur Sia estime que l'entreprise a économisé l'équivalent de 14 millions de mètres cubes d'eau de la pollution l'année dernière, donc 2020. Donc ils viennent de Valence à la base et maintenant ils sont une entreprise mondiale qui emploie 220 personnes dans 18 pays. Alors on rappelle quelques chiffres, c'est l'industrie de la mode est responsable d'environ 4% de tous les gaz à effet de serre produits par l'homme en 2018 selon Global Fashion Agenda. Et si elle était un pays, elle aurait été le 4e émetteur mondial après la Chine, les États-Unis et l'Inde. Et donc c'est la société Deep Branch qui est soutenue donc par Total qui a obtenu des nouveaux fonds afin de transformer les émissions de dioxyde de carbone en nourriture pour les poulets, les poissons et les porcs. C'est un processus de fermentation qui est similaire à la vinification ou au marinage. Sauf que les microbes se nourrissent de CO2 et d'hydrogène au lieu du sucre. Le résultat, c'est un produit protéiné à 70%, qui est appelé Proton, qui peut remplacer les aliments pour bétail conventionnels tels que la farine de poisson et le soja. De façon similaire, il y a eu des sociétés qui ont fait des choses qui se ressemblent, comme par exemple Air Protein ou Solar Food, qui est finlandaise, qui travaille à la conversion des gaz en aliments, et en Inde on a String Bio qui recycle le méthane en protéines pour les animaux. Alors Deep Branch affirme que son processus produit 90% moins d'émissions de carbone que ce qui aurait été généré par les méthodes agricoles traditionnelles. Alors on passe à la poubelle et au recyclage, puisqu'en 2019, les 2400 établissements français des recycleurs ont traité 12,3 millions de tonnes de ferraille, 1,9 million de métaux non ferreux, et que cette transformation permet d'économiser à la France les émissions de gaz à effet de serre de 3 fois l'agglomération de Lille. Alors, il faut savoir que tous les métaux dont on parle, que ce soit par exemple l'acier, le cuivre, l'aluminium, l'indium, le lithium, le tungstène, le gallium ou le germanium, foisonnent dans ces poubelles. L'ONU l'a estimé à 53,6 millions de tonnes, ce qui est 150 pétroliers géants de déchets électriques et électroniques produits dans le monde en 2019. La valeur de ces déchets, c'est 47 milliards d'euros. Alors l'Union Européenne en recycle une bonne part, 42,5%, alors qu'ailleurs c'est environ 10%. Alors on va vous prendre un exemple qui est parlant, c'est que pour ne parler que de l'or, il y a à peu près 4 tonnes d'or qui s'envolent chaque année d'une valeur de 120 millions d'euros. Allez, on parle d'un projet d'hydrogène vert à Strasbourg qui s'appelle Air Inoca et qui va
prévoir l'installation d'une unité de production et d'une station-service d'ici à 2023 pour produire et distribuer 700 kg de carburant chaque jour. Alors c'est fait en collaboration avec Hafner Energy qui va créer de l'hydrogène à partir de biomasse, de EnerGDS bien entendu, et DefiTech qui lui fournira un compresseur thermique silencieux. Alors le procédé sera neutre en carbone puisqu'il sera effectué à partir de déchets de bois qui viendra des scieries ou de l'exploitation forestière dans un périmètre de 50 à 100 km autour de Strasbourg. Donc 700 kg d'hydrogène vert chaque jour en 2023 pour alimenter 30 bus ou 150 voitures individuelles. C'est donc USwitch et Website Carbon Calculator qui s'occupent bien entendu de mesurer l'empreinte carbone de n'importe quel site. Alors, ils ont fait 2 classements de 25 sites, alors les meilleurs et les pires. Le réseau social américain Reddit écope du site le plus pollué avec une émission de 13,05 grammes de CO2 pour une seule visite. Et sur 69 visites, ça équivaudrait à une empreinte carbone similaire à celle de 5 km parcourus en voiture. En ce qui concerne ce podium des médiocres, il y a aussi Pinterest et Nintendo avec 12,43 et 11,43 grammes de CO2 par visite. Les sites les plus propres sont Wikipédia 0,04 grammes, LinkedIn 0,23 grammes et H&M 0,29 grammes. On passe au streaming de Netflix et à sa mesure de son impact par D'Impact, un projet développé par des chercheurs de l'université de Bristol pour révéler l'impact carbone des médias et plateformes de streaming, qui est apparemment très difficile à mesurer puisqu'il faut prendre en compte pas mal de paramètres comme les clients et l'entreprise, les serveurs utilisés, la géographie, le nombre d'utilisateurs et les périodes. Puisque 1 heure de streaming apparemment sur Netflix aurait un impact d'une centaine de grammes de dioxyde de carbone, soit en Europe un ventilateur de 75 watts fonctionnant pendant 6 heures ou un climatiseur de fenêtre de 1000 watts fonctionnant pendant 40 minutes. Alors 1 heure de streaming de Netflix c'est aussi l'équivalent théorique de 400 mètres fait en voiture, ce qui est moins énergivore bien entendu qu'un déplacement et une projection dans une salle de cinéma. Alors on continue avec Upcycle, qui aide à la valorisation des coproduits végétaux qui transforment les déchets industriels en matières premières et ingrédients pour les industries alimentaires et pharmaceutiques. Il faut savoir que 30 à 50% de la production agricole sont jetés au moment de sa transformation industrielle. Et donc en transformant ce qu'une industrie jette, ils peuvent en faire une matière première idéale pour une autre, et ils veulent appliquer cette approche à une multitude de gisements de déchets. Parmi leurs clients, ils ont déjà Schweppes, Orangina, L'Oréal ou encore Yves Rocher et Givaudan. En 2020, Upcycle a permis d'économiser l'équivalent de 1000 tonnes de fruits et légumes et a pour objectif d'atteindre l'équivalent de 10 000 tonnes en 2021. Allez, on vous parle maintenant poubelle, recyclage et déchetterie, et apparemment 75% des ordures ménagères pourraient être évitées, soit plus de 18 millions de tonnes, c'est ce que écrit Marc Cheverry, directeur économie circulaire et déchets à l'ADEME, suite à une nouvelle publication qui a été faite par leurs soins. Et on a des chiffres un peu plus précis, puisqu'entre 2007 et 2017, notre poubelle a perdu 12 kilos, passant de 592 à 580 kilos par habitant et par an. La poubelle des ordures ménagères résiduelles a perdu près d'un quart de son poids, et 31% depuis 1995. Les déchets collectés en déchetterie ont augmenté de 20% en 10 ans. Et le tri sélectif récupère 69% du verre jeté, 64% des journaux et magazines, 54% du carton doublé et 32% pour les cartons plats. L'ADEME précise que 40% des déchets résiduels relèvent de la responsabilité élargie et apparemment 100 kilos de matière organique par personne et par an pourrait être valorisé, ce qui est 38% des ordures ménagères résiduelles. La loi prévoit la généralisation du tri de ces déchets à la source d'ici 2023.
passe à Renault, Veolia et Solvay qui s'associent pour créer un super consortium de la création des batteries, enfin surtout de le recyclage des métaux des batteries, et ils ont comme objectif pour en recycler, réutiliser au moins 95%. Et c'est Renault qui a rejoint Veolia Solvay puisqu'il avait créé ce consortium en septembre 2020. Les métaux recyclés seront plus verts que bien sûr ceux qui sont extraits des mines d'Indonésie, Nouvelle-Calédonie, Congo, Bolivie. Mais de grandes quantités de batteries hors d'usage constitueront des vraies mines, riches de centaines de milliers de tonnes de nickel, lithium et de cobalt, et bien sûr plus vertes et qui pourront être recyclées ad vitam aeternam. Le consortium veut travailler avec les fabricants de batteries, son ambition est très forte puisque 25% du marché européen dans cette filière.